Salut la Bulls Nation, on est enfin arrivé à cette trêve, à cette coupure du All-Star Weekend. Et honnêtement, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette pause parce que cette franchise me sort par le trou de balle. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Je me pose mais vraiment de sérieuses questions sur la suite à donner en termes d'investissement de ma part pour cette franchise parce que j'ai vraiment de plus en plus de mal. Mais enfin bref, cette pause donc arrive à point nommé. Là vraiment, je pense que je vais en profiter pour me poser pas mal de questions et faire un bilan parce que... enfin bref. Donc avant ça, on va faire cette vidéo et on va parler des derniers matchs parce que à la deadline, Arturas Karnišovas nous a dit que les 30 derniers matchs après la deadline allaient donc servir à déterminer si on allait être capable de jouer le playoff via le play-in, ce qui pour lui semble être faisable, mais enfin on est sur de l'absurde absolu, hein, on sait très bien qu'il n'y a quand même aucune chance quand même, enfin pour lui c'est jouable, ou donc soit on fait ça, soit on aura un bon pic de draft. Et que donc ça allait aussi servir, donc ces 30 derniers matchs, à observer nos jeunes, et évaluer qui peut faire partie de nos plans futurs. Donc sachant que ce front office n'a aucun plan pour le futur, ça part déjà pas bien, mais soit, analysons, évaluons ce qu'on a donc, et donc depuis ces déclats d'Arturas Karnišovas, on a joué 3 matchs, les 3 à domicile, contre Golden State, première mi-temps plutôt correcte, on a rentré pas mal de gros shoots, notamment Kobe White, Jalen Smith, on a joué de manière assez fluide, on a bien fait circuler la balle, etc. C'était plutôt intéressant. On menait de 24 points au bout de 2-3 minutes dans le troisième quart-temps, on était bien et tout. Et puis Steph a dit non. Il est passé en mode Chef Curry, il a bombardé dans tous les sens, des catch and shoot en sortie d'écran, boum, 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 il nous a pulvérisé. Euh, il a mis 24 points sur le reste du troisième quart-temps, ce qui est pour lui un record sur un seul quart-temps. Il n'avait jamais mis autant de points sur un quart-temps. Il a même pratiquement mis autant de points que les Bulls sur ce quart-temps, parce qu'il en a mis 24 et les Bulls 25. Et notre avance qui était au-delà des 20 points, à la fin du quart-temps, on était mené de 3 points. Donc on a totalement disparu. Et dans le quatrième quart, implosion totale, absolument plus rien, personne pour essayer de sauver les meubles. Et au final, donc, on menait de plus de 20 points au début du troisième quart-temps, et on s'incline de 21 points, 132 à 111 à domicile. Donc tu prends 21 points d'écart à domicile, juste après avoir dit que ouais, on était capable de jouer le play-in, le play-off, ouais, on est fort et tout, on est trop fort. Donc voilà. Lendemain, repos, c'est normal, c'est le dimanche. Bon, puis c'est mérité, hein, parce qu'on a fait tellement bons efforts la veille. Mais bref. Et on rejoue pas avant le mardi, où on reçoit les Pistons. On se dit 2 jours sans jouer, un petit peu de fraîcheur, etc. Le seul absent, c'est Lonzo Ball, donc on a quand même l'effectif plus ou moins complet. Non, non. Défaite de 40 points à domicile, où t'as pas existé une seule seconde. Où tu as Billy Donovan qui a dû prendre un temps mort au bout de 1 minute 10 ou un truc comme ça dans le premier quart-temps parce que dès le début tu te fais fracasser. Qui en a pris un au bout de, pareil, à peine 1 minute dans le troisième quart-temps parce que tu reviens, tu as zéro énergie et tu le vois que les mecs ils avaient aucune motive, tu le voyais sur leur tronche, ils avaient pas envie d'être là, ils s'en battaient les couilles. Comme s'ils étaient tous démoralisés de voilà, la deadline est passée et puis on sait pas ce qu'on doit faire, est-ce qu'on personne n'a l'air de content de sa situation, de son rôle. Vucevic, tu le vois, que le seul truc que lui voulait, c'était se barrer à la deadline. Maintenant qu'il est là, il fait la tronche. Et ça se voit, tu le vois qu'il est nerveux, il a déjà pris 2 techniques en 3 matchs. Euh, il y est pas. Il y est pas du tout. Puis en plus, il touche de moins en moins de ballons, etc. Il les réclame pas non plus. Enfin bref, il est ridicule. Et donc, performance, mais abyssale. Abyssal contre les Pistons, où tu débutes le match par un 0 sur 20 à 3 points. À la mi-temps, t'en es à 1 sur 23. Tu shootes à 23% en première mi-temps. T'as inscrit 29 points. 29 points en 24 minutes. Les Pistons à la pause, ils mènent 71 à 29.
Ah ouais, non, on est tellement fort. On est tellement fort. Non, j'avoue, là, franchement, Arturas Karnišovas, il a dû quand même regarder ça et se dire, waouh, non, là, chapeau. Chapeau, c'est très très fort. Donc, défaite de 40 points à la maison, 132 à 92. Donc, ça fait deux matchs de suite où tu prends plus de 130 points à la maison. 131 contre les Warriors, 132 contre les Pistons, avec deux défaites de plus de 20 points. Et dans le vestiaire, Vooch dit qu'il doit apporter plus de leadership et jouer plus physique, ce qui est quand même assez drôle venant de sa part, parce qu'il est ni leader, ni un mec qui joue physique. Hein, c'est plutôt l'inverse quand même. Hein. Donc, venant de sa part, c'est plutôt drôle. Et puis Josh Giddey qui te dit, ouais, on doit être présent, on doit être là dès la première minute du match du lendemain, parce que le lendemain, rebelote. On reçoit encore les Pistons au United Center, et tu te dis, est-ce que c'est l'occasion de prendre une revanche? T'as quand même pris une humiliation de 40 points la veille contre cette même équipe, là tu les rejoues pareil chez toi, tu te dis, bon, là cette fois-ci on va pas se laisser faire et tout. Penses-tu? Si on avait des couilles dans cette équipe, on le saurait depuis le temps quand même, hein. À part Ayo de Sunmu qui est quand même, voilà. Mais bref, on a été un peu mieux au début. On a vu quelques bons efforts défensifs. Patrick Williams qui rentre, qui fait deux trois stops. Josh Giddey et surtout Ayo qui coupe un peu les lignes de passe, qui vont provoquer des contre-attaques, mettre des lay-ups de l'autre côté. Mais Ayo, enfin, il tente ce qu'il peut, le pauvre, mais il est tout seul. Dans le deuxième quart-temps, il enchaîne les paniers, les bonnes actions, les hustle plays. Il se prend la tête avec Fontecchio sur une lutte au rebond où les deux ils commencent à se prendre la tête aussi. Il y a des techniques qui volent à droite à gauche. Euh, mais il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé. Autour de lui, il n'y a que des flancs. Il n'y a que des flancs. Encore moins quand Billy Donovan a l'idée lumineuse, en première rotation, de faire rentrer Kevin Huerter, qui enchaîne les masterclass depuis qu'il est arrivé quand même. Contre Golden State, 4 points, 1 sur 7. Le match où tu perds 40 points contre les Pistons, 5 points à 2 sur 7, 0 sur 3 à 3 points. Et là, ce match-là, 2 points, 1 sur 8, dont 0 sur 5 à 3 points. Il y a même un moment, il est parti au dunk, il arrive comme ça vers le cercle, et il passe la balle devant le cercle, et il retombe avec la balle dans les mains. Donc je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, masterclass. Chapeau l'artiste. Voilà, 3 matchs, 4 sur 22 au shoot, 1 sur 12 à 3 points. Voilà, bravo Kevin Huerter, tu es absolument merveilleux. Euh, les maillots s'arrachent à la boutique, tout le monde, tu vois, les mecs font la queue depuis l'Advocate Center pour aller vite acheter le maillot de Kevin Huerter, parce que c'est collector, c'est extraordinaire, tu vois. Donc, lui disait que les systèmes des Bulls ça allait mieux lui convenir que ceux de Sacramento, parce que voilà, jouer plus vite, dégainer à 3 points, nanana. Non, en fait, t'es juste une bouse, mec. Bravo pour ton contrat à 20 millions. Mais c'est tout, quoi. C'est inespéré. C'est inespéré. T'as maximisé tout ce que tu pouvais. Tu pouvais pas rêver à mieux. Donc bravo à toi. Mais enfin bref, voilà. Bref, revenons sur le match, parce que bon, il faut quand même souligner que si Kevin Huerter fait des grosses bouses, Trey Jones, par contre, très très fort. J'aime beaucoup. Notamment défensivement, il est actif, il lutte pour passer sous les screens, il va faire des contests, il est énergique. Il a toujours les mains qui traînent pour essayer voilà, dévier des passes, anticiper quand les joueurs des Pistons drive et kick. Il est énergique, voilà, mais les Pistons sont juste beaucoup plus athlétiques à l'intérieur que nous, quoi. Ils nous pulvérisent. Surtout quand en face, t'as Vooch, qui est démotivé comme jamais, et que déjà à la base, il fait pas beaucoup d'efforts, mais alors là, il en fait même pas du tout. Donc, le duo Jalen Duren et Thompson, il nous a fracassé à l'intérieur. Bah, avec leur mix de puissance et de finesse en même temps, ils ont une super technique. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils font tout le temps, ou en tout cas la grande majorité du temps, les bons choix à balle en main. Ah tiens, là, je sais exactement quoi faire, etc. C'est toujours les bonnes prises de décision au bon moment, les attaques du cercle, quand post-up, quand ressortir, etc. C'est très très fort. Les deux là, wow, ils nous ont fait un chantier, mais phénoménal. Phénoménal. Donc on prend l'eau. Derrière Cunningham, pareil, il nous fracasse en deuxième mi-temps. Et puis on s'incline bah, voilà, de 18 points. On n'a jamais vraiment été proche au score, tu vois. On a passé la deuxième mi-temps, on était entre moins 20 et moins 12. Je crois qu'à un moment, on est revenu à moins 10. Mais à aucun moment, tu t'es dit, waouh, là, on entame un truc, on fait un run, on revient, tu vois. Non, parce que, non, non, il n'y a rien. Donc voilà, tu te fais défoncer, quoi. Donc, mon cher Arturas Klonichovas, depuis la deadline était déclaré à la con, on est à 0-3. Donc 0 victoire, 3 défaites, 3 blowouts, hein, parce que tu perds quand même à domicile de 21, 40 et 18 points. Quand même,
c'est hardcore, hein. Contre des équipes qui sont meilleures que toi, mais qui sont milieu de tableau, quoi, tu vois, qui sont pas non plus, même si les Pistons sont sixième quand même, donc faut pas déconner, ils sont largement sur une bien meilleure dynamique que la nôtre. Euh, Tous tes joueurs, ils sont démotivés au possible. Il n'y en a pas un qui va, voilà, à part Ayo, à part Ayo, quoi. Et surtout, les rotations n'ont aucun sens et on développe pas nos jeunes. Parce que perdre, c'est une chose. Ok, pas de problème. On perd, on est nul à chier de toute façon. On va perdre nos matchs. Ok. Ça, c'est acquis. Je m'attends pas à ce qu'on gagne beaucoup de matchs sur la fin de saison. Et j'ai même pas envie. Parce que comme ça, on va chercher le plus haut pic de draft possible. Même si on va certainement rien en foutre à la fin. Parce qu'on. Voilà. Mais, au moins, voilà. Il y a franchement que Arturas Karnišovas et Billy Donovan pour encore croire qu'on peut aller en play-in, voire en play-off. Même si, bon, ça fait pratiquement un mois maintenant qu'on est bloqué à la 10e place, qu'on monte pas, qu'on descend pas. C'est comme l'an dernier. L'an dernier, du 8 janvier jusqu'à la fin de la saison régulière, on était à la 9e place. On n'a pas monté, on n'est pas descendu, on n'a pas bougé. 9e pendant 4 mois. Là, ça fait déjà un mois qu'on est 10e. Philadelphie, à un moment, ils avaient fait un run, ils se rapprochaient, et puis là, ils commencent à reperdre des matchs aussi, donc ils font chier aussi, c'est con. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils nous passent devant et qu'on sorte du play-in. Mais bref, euh, perdre, c'est une chose. J'ai pas de problème avec le fait de perdre, mais à certaines conditions. Perdre et ne pas développer nos jeunes, ça me rend fou. Ça me défonce. C'est en train de me détruire. On est à une période de la saison où, plus que jamais, nos jeunes doivent jouer. Pour plusieurs raisons. Deux principalement. Voir s'ils font partie des plans pour la suite. Et donc, cet été, activer les options dans leurs différents contrats ou les prolonger s'il y a besoin, etc. Ou deux, augmenter leur valeur marchande au cas où tu veux les inclure dans un trade en te disant, bon, ben, on a observé, bon, ça peut... Peut-être que si on le met dans un trade, ça nous permet de récupérer quelque chose de mieux. Mais du coup, là, quelle valeur actuellement présente Dalen Terry, qui n'a joué que du garbage time dans le premier match contre les Pistons et n'est même pas entré en jeu le lendemain. C'est quoi quel est le projet, quelle est l'idée pour ne pas mettre Dalen Terry sur le parquet? C'est le moment de la saison où il doit le plus jouer, Dalen Terry. Voir ce qu'on peut avoir de sa part sur le parquet. Est-ce que ça nous convient ou est-ce qu'on essaie de le mettre dans un trade? Mais là, qu'est-ce que nous et d'autres dirigeants qui observent les matchs retirent de Dalen Terry s'il n'est pas sur le parquet? Ok, il revient de blessure. Il était blessé, il est revenu euh, juste quelques matchs avant. Il cherche peut-être encore son rythme, etc. Mais c'est pas normal qu'il joue pas. C'est pas normal qu'il joue pas. Et il y a pire encore. Dalen Terry, c'est un dossier, mais il y a pire encore. Julian Phillips. Dans quelle organisation saine d'esprit, qui sait ce qu'elle fait, tu donnes quasiment 20 minutes par soir à Kevin Huerter et tu utilises Phillips de manière aussi pauvre, ridicule, lamentable, tous les synonymes que tu veux. Le dernier match contre les Pistons, donc le deuxième du back-to-back, Phillips n'a pas joué de la première mi-temps et il a fallu que Patrick Williams se blesse et ne revienne pas du match au début du troisième quart-temps pour que enfin Phillips ait du temps de jeu. Sinon, ça se trouve, il aurait fini comme Terry à pas jouer le match. Parce qu'en première mi-temps, Billy Donovan avait déjà utilisé 9-10 joueurs et il n'était pas dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Phillips est rentré? Dès qu'il est rentré en jeu, mais première possession, stop défensif en pagaille, des contests, et on l'a vu poser un contre, il a volé un ballon dans les mains de Cunningham, il a lancé des transitions, il a pressé full courte, il était actif au rebond, il a été énorme. Il est rentré en jeu, on a fait un run 10-2, on est passé de moins 20 à peu près à moins 12. Je crois qu'on était à moins 21, moins 22 à ce moment-là. On a fait un run 10-2, on est revenu à une douzaine de points en 3 minutes. Il n'a pas mis un point dans ce match, mais son impact a été monumental. Résultat, il n'a pas rejoué. Dans le quatrième quart-temps, on a remis Kevin Huerter. À quel moment c'est logique de faire ça? À quel moment? Que tu veuilles essayer d'acclimater Kevin Huerter, pourquoi pas? Il vient d'arriver, ok, bon, il doit trouver des repères. Mais c'est
absolument pas prioritaire par rapport au fait de donner des minutes à tes jeunes que tu veux voir développer. Mais donner des minutes à Kevin Huerter, c'est là. Donner des minutes à Phillips, c'est putain de tout là-haut. On l'a fait avec Bouzelis. Il est titulaire depuis 5 matchs maintenant. Ok. Il fait des erreurs. Là, sur le back-to-back, il n'a pas forcément tout le temps brillé. Il a fait des... Ok. Mais au moins, il joue. Il a ses minutes régulières maintenant. J'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin de saison. Mais Phillips, il doit être derrière lui. Phillips, il doit avoir... Tu vois, comme je réclamais il y a 3-4 vidéos de ça pour Matas avant qu'il devienne titulaire, ne serait-ce que 18 minutes tous les soirs. Pas en attendant qu'il y en ait un qui se blesse pour jouer 10 minutes. Pas 4 minutes de garbage time comme la semaine précédente. Non. Phillips doit jouer. On doit avoir euh, matière à observer pour voilà, savoir ce qu'on... Encore plus quand Kevin Huerter pond des merdes comme il fait depuis qu'il est là. Mais même s'il était bon, c'est même pas la question. Si Kevin Huerter tournait à 15 points et 50% à 3 points, je te dirais la même chose. C'est hors de question qu'il joue plus que Phillips. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le délire? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, depuis la semaine dernière et les déclarations débiles de l'autre clown, 3 matchs, les 3 domiciles, 3 blowouts, et non seulement, voilà, il y a ça, le niveau de jeu il est dégueulasse, mais en plus, tes jeunes, ceux sur qui tu veux essayer de fonder un peu d'espoir, eh bien ils jouent pas. Et tu les développes pas du tout. Parce que j'en peux plus. On continue de tout faire à l'envers dans cette franchise, du début à la fin. Mais vraiment, du début à la fin, on fait tout à l'envers dans cette franchise. Et c'est en train de me... Franchement, je suis au bout de mes forces. Je suis au bout de mes forces. Là, j'ai regardé les 2 matchs contre les Pistons. Tout le long, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur le parquet, j'étais comme ça. J'en peux plus, j'en peux plus. Mentalement, cette franchise, elle est en train de m'épuiser, mais quelque chose de... Mais comme jamais ça avait été le cas avant. Je sais pas si c'est le cumul des années ou quoi, si c'est à force d'entendre Karnichova se dire un truc et tout le contraire se passe. Mais je suis épuisé. Épuisé. Chaque choix qu'on fait dans cette franchise est le mauvais choix. Et ce, depuis trop longtemps. Trop longtemps. Encore plus quand t'entends depuis quelques jours des insiders bien placés des Bulls te dire que apparemment les Bulls auraient refusé une offre des Warriors pour Vucevic qui incluait Gary Payton, Kevin Looney, donc 2 joueurs qui sont en fin de contrat au mois de juin, donc si tu les récupères après cet été, ils dégagent, et 2 pics au second tour. Mais t'espères quoi pour Vucevic? Qu'est-ce que t'espères de mieux? Tu voulais absolument avoir un first pick? Un first round pick? Cette offre, fallait foncer dessus et maximiser le tanking au max. Tu te rends compte? 2 tours de draft au second tour, même si tu les utilises, même si tu penses que c'est pas énorme, tu peux toujours les inclure dans d'autres trades pour récupérer autre chose. Mais au moins tu récupères des assets. Là, non. On avait à la deadline la possibilité de récupérer un max d'assets. En tradant Zach, en tradant Vooch, en tradant Lonzo Ball. Pareil, Lonzo Ball, apparemment, on pouvait récupérer un first round pick. Mais non, on veut pas d'assets parce qu'on n'a pas de plan pour le futur. Le seul plan des Bulls, c'est on va voir au 82e match de la saison régulière où on est. Est-ce qu'on a un match en plus en play-in? Et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Non, mon con, c'est pas comme ça que tu reconstruis. Non, tu dois mettre un maximum d'assets en place pour récupérer un maximum voilà, d'assets et de joueurs. Si là, tu avais bien tradé et que tu avais récupéré en tradant Zach, en tradant Vooch et Lonzo, imaginons que tu récupères, donc tu as ton propre pick à la draft là qui arrive, et en plus de ça, tu as 3 picks au second tour ou un autre first round. Mais c'est quand même tellement mieux. Tu as quand même de quoi voir l'avenir. Tu peux drafter des jeunes, tu peux inclure des picks dans des drafts pour récupérer un joueur qui te plaît. C'est quand même autre chose que de récupérer Kevin putain de Huerter, Zach Collins que tu fais pas jouer, ou Trey Jones qui sera libre cet été. Eh ben non, parce que comme on ne prévoit pas plus loin que dans 2 mois, voilà, c'est comme ça cette franchise. Donc moi franchement ça me défonce. Après pour Lonzo Ball, après recherche, en fait, il y a une équipe qui était prête à mettre un first round pick sur Lonzo, mais pas avec son contrat actuel qui se termine au mois de juin, où il touche encore, où il est à 20 millions la saison. Maintenant qu'on lui a signé une prolongation où il va toucher 10 millions la saison sur les 2 prochaines années avec une team option en 2e année, c'est déjà plus intéressant pour une autre équipe qui est prête à dire apparemment, ok, pour ce contrat-là de Lonzo Ball,
je suis prêt à donner un first round pick. Donc on verra cet été, après la saison. Donc peut-être que, genre le soir de la draft, Lonzo Ball peut partir contre un first round qu'on va utiliser le soir même pour drafter un deuxième joueur, en plus de notre pick à nous. Ça semblerait être ça. On va voir. On va voir, parce qu'on sait, avec les Bulls, hein, récupérer des assets, faire des tu vois, maximiser nos picks. Hein, là, on a récupéré notre pick de draft pour cette année. Toute bonne franchise normalement constituée, qui a quelque chose là-dedans qui se touche, doit dire, ce pick, on va le maximiser. On va descendre au max. On va essayer d'en faire un pick 7, 6, le plus bas possible. Là, non, nous, oh non, on va essayer d'aller en play-in, et puis si on a un pick 14, bah c'est cool. Mais allez vous faire bomber. Mais grave, mais j'en peux plus de cette franchise. Mais honnêtement, je l'ai dit au début, là, je vais poster cette vidéo, on est vendredi, on est le 14. On rejoue pas avant jeudi. Le temps, entre le moment où je vais poster cette vidéo et le match de jeudi en déplacement au Knicks, je vais prendre le temps de la réflexion, je vais me poser de sérieuses questions sur mon investissement avec cette franchise. Mais vraiment, et je me suis jamais posé ces questions de manière aussi sérieuse. Mais honnêtement, là, ma relation avec les Bulls, qui dure quand même depuis quasiment 30 ans maintenant, enfin, allez 27, 28 ans, j'en suis à un point où je me suis jamais autant demandé avec sérieux qu'est-ce que je fais. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, il n'y a aucune perspective d'avenir. Là, la merde qu'on bouffe depuis, allez, 10 ans à peu près, pour arrondir. Avec les Garpax au début, avec les Fred Hoiberg, avec les Jim Boylan, avec Arthur Scanichovas, avec Eversley, avec Billy Donovan, les saisons où tu crois que t'es bon alors que tu n'as même pas un bilan à 50%, les trades foireux, toute cette merde qu'on bouffe depuis 10 ans. Mais les 10, 15, 20, 25 prochaines années, ça va être la même. Ça va être la même. Ça fait bientôt 60 ans que cette franchise existe. Elle n'a jamais été gérée de la bonne manière. Jamais de manière intelligente, sensée. Si on n'avait pas eu de Jordan, mais on serait dans les discussions pour être la pire franchise de l'histoire de cette ligue. C'est clair et net, il n'y a même pas de discussion. Mais non seulement c'est pas le cas, non seulement là, aujourd'hui, est sorti le classement des franchises avec le plus de valeur. Et les Bulls sont la 4e équipe avec la plus haute valeur, estimée à 5,8 ou 5,9 milliards de dollars. Et en plus de ça, tellement tout va bien, il y a même eu un insider qui a dit les Bulls, les proprios, donc les Reinsdorf, n'ont aucun plan cet été pour bouger Arturas, bouger Mark Eversley, bouger Billy Donovan. Parce qu'après tout, ça marche tellement bien. Tout fonctionne. Tout fonctionne à merveille. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, tu as zéro perspective d'avenir. Tu te dis, là, toute la merde qu'on bouffe depuis 10 ans, là, tu vas bouffer la même en continu pendant peut-être même les 10, 15 prochaines années. Parce qu'en fait, bah voilà, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... Personne va voir un autre pour lui dire, oh, ce que tu fais, c'est de la merde. Non. Garpax, pendant des années et des années et des années et des années, ils ont mis cette franchise plus bas que terre. La risée de toute la ligue. Toutes les autres équipes parlent des Bulls en disant c'est quoi cette équipe de clochards? Ils n'ont jamais eu à se soucier de leur emploi. À aucun moment ils se sont dit ah merde, là si on déconne on va perdre notre job. Parce que le Reinsdorf il est là. 4e franchise la plus riche de l'histoire, top 5 en vente de produits, numéro 1 de la ligue à l'affluence. Les sous ils rentrent. Je m'en fous qu'on soit bon moi. Pourquoi j'irais voir Paxson en lui disant qu'il fait un mauvais taf? Bah non. Et là, même chose. Pourquoi j'irais voir Karnišovas en lui disant attention, hein, si tu continues comme ça. Bah non, continue comme ça, mon con, parce qu'on enchaîne, on engrange les milliards. Sans rien foutre. On n'a même pas besoin d'être bon, on enchaîne les milliards. Donc voilà, cette franchise va continuer à tourner comme ça. Même quand le père Reinsdorf va claquer, c'est le fils qui va prendre. Et ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Donc pendant les 20, 30. Parce que pareil, pourquoi il vendrait le fils Reinsdorf? Pourquoi il vendrait? La franchise est estimée à quasiment 6 milliards de dollars. Ils l'ont acheté il y a 40 ans pour, je crois, 30 millions. Voilà. Donc ça va pas bouger.
Ça va pas bouger. Les Chicago Bulls en 2045, ce sera la même chose que maintenant. Donc je suis en train de sérieusement me poser des questions sur est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue. Mais vraiment, ça fait quasiment 30 ans que je la suis cette franchise. Mais je me suis jamais aussi sérieusement posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Là, les 5-6 prochains jours, je vais me poser de très très sérieuses questions à ce niveau-là parce que là, je sais vraiment plus. Je suis au bout de mes forces. Mais vraiment au bout de mes forces. Là, cette pause, elle arrive au meilleur des moments. Donc, je sais pas. Je sais pas. Bref, on verra. On verra. Voilà. Le seul truc là, on va suivre le dunk contest demain soir en espérant que Matas Bouzelis le gagne, devienne le deuxième Bulls de l'histoire à gagner le dunk contest après Jordan, et puis après on verra. Donc on verra si on se retrouve ou pas. Donc voilà. D'ici plus d'infos sur les suites que je vais donner à cette histoire, bah, portez-vous bien comme d'hab, et puis à très bientôt. Ciao.